Mais il est certain que, à mes yeux, qu'une des très grandes difficultés que nous avons dans le monde actuel, c'est que l'interpénétration croissante, qui est la définition même pratique de la mondialisation, se traduit par une sorte de culture d'uniformité, y compris dans la manière de parler. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la langue universelle qui était l'anglais. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette langue universelle qui est l'anglais? C'est un anglais réduit, c'est un anglais appauvri, c'est un anglais de sous-espéranto. Et si c'est ça, la langue universelle, ça ne marche pas, parce que la véritable langue anglaise, on le sait bien, elle est extrêmement riche, extrêmement complexe, comme toutes les langues de grande culture. Le problème, c'est qu'à force de vouloir simplifier par un sous-anglais commun, on arrive à appauvrir les échanges, y compris sur des questions fondamentales, au point que l'on peut avoir des incompréhensions à un niveau très fondamental. Et ça, je pense que c'est une question qui mériterait d'être très approfondie. Alors cette question des différences culturelles se traduit aussi, par exemple, dans les domaines de la vision du monde et dans le langage géopolitique. Il y a quelques jours, je déjeunais à Paris avec M. Taibing Guo, qui est le conseiller d'État pour la politique étrangère en Chine. Conseiller d'État, comme certains d'entre vous le savent, c'est le numéro 2 du régime pour la politique étrangère, au-dessus du ministre des Affaires étrangères. Et c'est un homme fort remarquable et qui m'expliquait d'une manière extrêmement convaincante comment les Occidentaux, les États-Unis et l'Union européenne, avaient tendance systématiquement à interpréter en termes agressifs certaines positions de la Chine, alors que, par exemple, sur l'Irak, l'Afghanistan, etc., alors que les Chinois, quand ils considèrent que les guerres menées en Irak ou en Afghanistan sont des erreurs, le font au nom d'une vision du monde qui est ancrée dans plusieurs millénaires d'histoire. Et du reste, ceux qui ont guerroyé en Afghanistan, depuis les Britanniques au XIXe siècle jusqu'aux Soviétiques au XXe, si on avait suivi leurs conseils, on se serait peut-être pris différemment aussi après le 11 septembre 2001. Autrement dit, ce n'est pas parce que les Chinois nous disent quelque chose qu'ils ont nécessairement tort. Et quant aux Russes, si vous prenez par exemple l'exemple de la Géorgie et du conflit géorgien, c'est extrêmement intéressant, parce que pour nos amis russes, même s'ils ne sont pas tous aussi sympathiquement provocants que mon cher ami Sergueï Karaganov, qui adore faire de la provocation, parce que quand il parle, entre parenthèses, il faut faire aussi la part des choses, il a un petit peu de comédie chez lui, bien sûr. Mais enfin, quand les Russes expliquent qu'il y a eu agression des Géorgiens sur l'Ossétie du Sud, est-ce qu'ils ont vraiment entièrement tort, les Russes? À mon avis, non, ils n'ont pas entièrement tort. Bon, la logique des Occidentaux, c'est de dire que l'intervention militaire russe, c'est le retour à une forme d'impérialisme. Chacun lit l'histoire de manière extrêmement différente. Quand les Russes voient les efforts américains ou occidentaux pour élargir l'OTAN à la Géorgie, eux se considèrent comme agressés. Nous voyons naturellement la propagation de la bonne parole, c'est-à-dire le développement des droits de l'homme, etc., etc., etc. Admettons au moins que ces différentes manières d'interpréter les choses reposent sur des présupposés, des mindsets, des structures mentales extrêmement différentes. Et soyons au moins suffisamment tolérants pour essayer de comprendre le point de vue des autres. Et quelqu'un hier a dit que plutôt que tolérance, il préférait le terme d'empathie. Moi, personnellement, j'aime bien aussi ce terme d'empathie, c'est-à-dire essayer de se mettre à la place de l'autre, au moins pour comprendre son point de vue. Et je pense que si nous ne faisons pas tous des exercices de ce genre, nous aurons beaucoup de mal, effectivement, y compris dans les domaines spécialisés, à développer des modes de gouvernance adaptés à la réalité de l'interpénétration qui est, encore une fois, le propre de la mondialisation.
Si vous prenez aussi, dernier exemple que je prends pour illustrer cette idée, la question des frontières, n'est-ce pas? Lorsque les pays occidentaux décrètent que le Kosovo doit devenir un État indépendant, ils se réfèrent à une certaine interprétation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais lorsque les Ossètes du Sud revendiquent le même principe d'autodétermination pour refuser le régime géorgien après les événements que vous connaissez, à ce moment-là, on réagit avec des arguments de nature différente. Pourquoi y aurait-il deux poids, deux mesures? Et c'est pourquoi, même si le droit international, qui comprend par ailleurs tellement de faiblesses, c'est pourquoi le droit international est fondamental. Il faut qu'il y ait des règles communes. Avoir des règles communes, ça fait partie de la question de la gouvernance. Alors, est-on pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou est-on pour l'intangibilité des frontières? Est-on pour la modification concertée des frontières, comme on l'a fait pour la réunification allemande avec le groupe 4+2, ou est-on pour les déclarations unilatérales d'indépendance? Bon, tout ça, ce sont des vraies questions. Et si chacun, au nom de sa propre vision, de son propre mindset, de sa propre structure mentale, revendique d'avoir raison contre tous et contre les autres, en tout cas contre les autres, on retombe sur la division binaire, les bons et les mauvais. Et on se peut à ce moment-là qu'aller également dans le mur.